Nous sommes en 1876 à la manufacture de porcelaine de Sèvres, près de Paris. Édouard Gersbach, le chef du bureau des manufactures nationales, reçoit un courrier qui vient de loin. Une malle en provenance de Chine, adressée par un certain Anatole Bilquin, professeur dans une université de Pékin. À l'intérieur, bien enrobé dans du papier, il y a un vase en porcelaine de petite taille accompagné d'un courrier. Édouard Gersbach s'en saisit avec une grande délicatesse et l'emporte près de la fenêtre pour l'étudier à la lumière du jour. La forme du vase lui paraît assez quelconque, comparée aux merveilles produites par la manufacture. En revanche, il tombe en pâmoison devant sa couleur. Une base verte avec des coulées bleues, rouges et violettes. Un tel mélange, la manufacture française est encore incapable d'en produire. Ce vase est différent des autres porcelaines chinoises circulantes en Europe, qui sont destinées à l'exportation. C'est donc une mine d'informations pour la manufacture de Sèvres. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur les sujets qui les passionnent. Il y a quelque chose qui peut paraître très systématique et très barbant du travail de conservateur qu'on appelle le récolement. Mais en fait, c'est génial, le récolement. On prend une pièce, on regarde quelle dimension elle a, quel poids elle a. C'est comme un travail d'inventaire, mais c'est un temps suspendu avec les objets. Déjà, on prend son temps parce qu'on a entre les mains des pièces d'une valeur inestimable. Et moi, je suis jeune chercheuse, jeune conservatrice. Je trouve que c'est des moments privilégiés et c'est là où se crée une expérience et se crée une sensibilité qui, je l'espère, continue de s'affiner avec le temps et fait que ce travail apporte autant de réjouissance. Pauline Dabrijon est chercheuse en histoire de l'art et conservatrice à la Fondation Bor, le musée des arts d'Extrême-Orient de Genève. Elle est spécialiste de la céramique chinoise et en particulier de sa place dans les échanges commerciaux au XIXe siècle. Une période où les techniques diffèrent encore entre Orient et Occident, en particulier pour les couvertes, les couleurs qui recouvrent les porcelaines. Beaucoup de ces couvertes, en fait, utilisent un oxyde qui s'appelle l'oxyde de cuivre, qui présente beaucoup de difficultés techniques de réalisation. En fait, c'est un oxyde qui nécessite d'être une cuisson en réduction, c'est-à-dire qu'on va essayer de préserver à l'intérieur de l'atmosphère du four un maximum de carbone pour ne pas laisser passer l'air trop, et qui va induire cette transformation colorée au moment de la cuisson, qui est une cuisson à haute température, à 1300 degrés. Donc, c'est assez un challenge technique de préserver à la fois ce contrôle de l'atmosphère de cuisson à une très haute température. Et ça, c'est quelque chose que maîtrisaient les potiers chinois et qui va faire l'objet d'une quête tout au long du XIXe siècle pour ce type de décoration bien spécifique. Quand la manufacture de Sèvres commence à s'intéresser à ces techniques, elle cherche par tous les moyens à contacter des gens qui auraient, pour une raison ou une autre, l'occasion de se rendre en Chine et auraient l'occasion de rapporter, que ce soit des renseignements, des échantillons ou des objets, pour connaître à la fois la production, l'histoire. Il y a un intérêt qui est historique et il y a un intérêt qui est évidemment technique, puisqu'on a un administrateur de manufacture qui voit l'intérêt que ça peut porter pour l'industrie porcelainière française. Jusqu'aux guerres de l'opium, qui opposent la Grande-Bretagne à la Chine au XIXe siècle, les seuls intermédiaires commerciaux entre l'Occident et la Chine sont les compagnies des Indes orientales, qui transitent par un seul port, celui de Canton. Mais après la signature du traité de Nankin en 1842, 5 ports chinois s'ouvrent au monde et les échanges se multiplient entre la Chine et des compagnies privées. Le XIXe siècle, du point de vue chinois, c'est un siècle qu'on appelle le siècle de la honte, qui est marqué par l'ouverture forcée de la Chine par les puissances occidentales.
Et en fait, cette ouverture forcée, ce contexte assez belliqueux, en fait, il naît dans le contexte des guerres de l'opium, contribue, de manière forcée, à ouvrir la Chine au commerce avec les puissances occidentales qui vont favoriser commercialement, au niveau des taxes, etc., les puissances occidentales. C'est une période qui est souvent mise de côté parce que justement, elle est compliquée d'accès pour ces raisons en fait de diversification du commerce, de difficulté à retracer véritablement les objets. Beaucoup d'études s'arrêtent en 1800, au moment où justement on a cette perte du monopole des compagnies des Indes orientales. Les sources pour ce siècle sont donc incroyablement diverses. Il y a des documents comme les catalogues de vente des maisons parisiennes ou les registres des douanes portuaires. Et une source majeure pour dater la céramique chinoise, ce sont aussi les épaves de navires de commerce, même s'il y en a moins au XIXe siècle qu'auparavant. Quand on arrive à les dater historiquement, ce sont des marqueurs de temps très importants, souvent sur la céramique qu'on appelle d'exportation, c'est-à-dire celle qui était à destination du monde moyen-oriental jusqu'à l'Europe. On a la chance, alors c'est malheureux, mais d'avoir certains de ces bateaux qui ont coulé et qui sont restés des siècles durant dans le fond des mers avec leur cargaison. La porcelaine fait partie des matériaux non périssables qui peut rester dans le fond des mers. Alors c'est des pièces très spéciales, celles qui sont passées du temps sous l'eau, elles ont un aspect légèrement rugueux, elles n'ont pas le côté verni. Pour se faire une vision d'ensemble du commerce de la céramique chinoise au XIXe siècle, Pauline d'Abrigeon travaille sur plusieurs outils, et en particulier le programme Collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatiques en France. Ce programme, développé par l'Institut national d'histoire de l'art, est un répertoire en ligne des différents acteurs de ce commerce dans lequel apparaissent les dirigeants de la manufacture de Sèvres. Des fabricants de céramique française donc, mais fascinés par les techniques chinoises. Il y a Édouard Gersbach, qui réceptionne le vase aux couleurs mêlées, mais aussi Alexandre Brongniart, l'administrateur de la manufacture. Il est le premier à confier des missions à des personnes vivant en Chine, comme le professeur d'université Anatole Bilquin. La première mission qui va vraiment aboutir à des résultats assez importants, c'est celle qui est menée par un missionnaire lazariste, donc qui appartient à la congrégation de Saint-Vincent de Paul, du nom de Joseph Lee. Alors ce Joseph Lee, qui est donc chinois, va découvrir la religion catholique en Chine. À la fin de la première guerre de l'opium, c'est bien souvent seulement les missionnaires qui peuvent rester pendant de longues périodes à l'intérieur des terres. Mais il faut savoir que Jingdezhen, donc qui est la capitale de la porcelaine en Chine, elle se trouve bien à l'intérieur des terres. Jingdezhen, dans la province du Jiangxi, est la capitale de la céramique chinoise depuis le XIVe siècle, et elle le reste aujourd'hui. Au XIXe siècle, alors qu'il est encore difficile pour les Occidentaux de voyager dans cet immense empire qu'est la Chine, Jingdezhen reste donc largement inaccessible. Ce que va pouvoir faire Joseph Lee, mais il n'est pas seul, on sait par des lettres qui demandent de l'aide à des compatriotes, eh bien il va pouvoir récolter des terres, des argiles, toutes sortes de matières premières qui rentrent dans la composition de la porcelaine, qui se trouvent à Jingdezhen, mais qui sont parfois récoltées dans des provinces avoisinantes. Et également des couleurs, on parlait des émaux, dont on sait que certains proviennent en l'occurrence de Canton. Parce que Canton, depuis le début du XVIIIe siècle, on a des ateliers d'émaillage qui peignent sur des porcelaines blanches acheminées de Jingdezhen des décors, souvent à la demande des Occidentaux. Dans les archives de la manufacture de Sèvres, Pauline d'Abrigeon découvre que les céramiques ramenées par les missions en Chine ne sont pas seulement cataloguées pour leur rapport historique. Le chimiste en chef de la manufacture, Louis-Alphonse Salvetat, souhaite aussi en tirer des informations scientifiques. Le chimiste en chef de la manufacture de Sèvres va faire des prélèvements à même des pièces existantes pour faire des analyses chimiques et à arriver à en déduire les éléments qui la composent. S'ensuit des tests, on a des procès-verbaux de ces tests qui font partie des archives de la manufacture et qui notent quel type d'éléments on a passé au four, à quelle température on l'a passé au four,
en indiquant bien que c'est pour essayer de le faire à l'imitation des Chinois. Et donc, on a des pièces qui vont être produites dans ce contexte-là, qui sont des pièces d'essai, plus ou moins réussies. Des pièces d'essai avec d'importantes vagues de taches noires qui sont sur la surface de la pièce. On sent que la couleur ne s'est pas vraiment révélée. Et puis d'autres particulièrement réussies où en plus Alphonse Salvetta a encore ajouté un liseré doré, ce qui sur le point technique est encore une performance puisqu'il faut aller repasser la pièce au four pour une cuisson à température inférieure, juste pour ajouter cette décoration. Est-ce qu'on peut parler d'espionnage industriel ? Techniquement, vous avez effectivement des personnes qui rapportent des échantillons qu'ils servent à une production industrielle dans un autre pays. Et que, qu'est-ce qui fait qu'il y a espionnage ? Il fait qu'il y a secret. Ça veut dire qu'il y a des secrets dans certaines techniques. Donc, il y a une conscience de ce secret. Dans une autre mission qui a lieu en 1882, Scherzer qui est consul à Hankou à ce moment-là et qui lui aussi va profiter de sa présence en Chine pour passer à Jingdezhen, récolter des informations. Il dit qu'il a de la difficulté à obtenir certaines recettes et qu'il a soudoyé un petit peu les fabricants pour obtenir ces informations. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une conscience d'aller violer une certaine forme de secret. La manufacture de Sèvres ne se cache pas pour autant de cette pratique. Il suffit de voir les noms attribués aux céramiques produites par la manufacture. Il y a des clins d'œil. Par exemple, on a le vase Li, en référence à Joseph Li qui a rapporté ses échantillons. On a le vase Qintechin, donc dans la transcription de l'époque, Jingdezhen pour la manufacture chinoise de porcelaine. Et puis, on va aussi avoir des noms tels que le vase Lafayette. Pourquoi ? Parce que c'est le nom d'un navire qui est arrivé au Havre depuis Canton avec des caisses de porcelaine chinoise dont certaines ont été vendues et achetées par la manufacture, par le musée en fait. Ces vases du 19e siècle sont donc produits en France, mais portent des noms chinois. Ils sont décorés de motifs français, parfois grâce à des techniques inventées en Chine. Cette complexité ne fait pas peur à Pauline d'Abrigeon, bien au contraire. Je suis rentrée dans l'art par l'amour du dessin, et dans le domaine de l'histoire de l'art, je me suis spécialisée en histoire de l'art chinois. C'est paru pour moi comme un peu un inatteignable. Quelque chose qui pourrait m'occuper ma vie durant, en fait. Mais l'art chinois en particulier, vous l'avez croisé quand pour la première fois ? Je me suis assise dans un amphithéâtre où on parlait de peinture chinoise. Je suis sortie de ce cours sans avoir absolument rien compris. J'arrivais à peine à noter le nom des peintres, et je me suis dit, c'est pour moi. Il y a une espèce d'appel du vide ou d'amour de l'art, peut-être du challenge, d'un goût pour la difficulté, je sais pas. S'intéresser à l'histoire de l'art chinois, c'est pas seulement avoir un domaine de spécialité, c'est aussi se dire qu'on va devoir embrasser toute une culture, une histoire qui est pas la sienne, qu'on va apprendre une langue pendant des années. C'est sans doute l'amour de l'apprentissage qui a toujours été une source d'énergie et de motivation dans le cadre de mes études. Pour étudier la céramique chinoise, Pauline d'Abrigeon suit d'abord un cursus de chinois, en parallèle de l'école du Louvre, afin de pouvoir suivre son master d'histoire de l'art en version originale, en chinois donc, à l'université de Taipei, à Taïwan. On ne se rend pas compte quand c'est sa langue maternelle, et on ne se rend pas compte peut-être aussi quand on fait des études, tout le vocabulaire qu'on emmagasine progressivement pour pouvoir parler d'un objet, pour pouvoir parler d'art. Je me suis sentie d'une pauvreté de vocabulaire extrêmement frustrante le jour où, dans les premières semaines de cours, il a fallu décrire un objet. Décrire un objet avec un langage d'historien d'art, en fait, c'est une littérature en soi. Et je me suis retrouvée à dire de manière complètement bateau que la pièce était parfaite parce que c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. C'était le début d'un apprentissage long de cette presque seconde langue qui était à la fois celle de la description, de l'analyse en histoire de l'art et celle d'un chinois académique. Lorsque Mao et son armée de libération populaire ont pris le pouvoir en 1949 à l'issue de la guerre civile,
Les nationalistes du Kuomintang ont emporté avec eux à Taïwan une grande partie de la collection impériale. Celle-ci est donc encore aujourd'hui divisée en deux. Taipei, autant que Pékin, est un lieu privilégié pour l'étude des céramiques chinoises. Moi, je me suis intéressée d'abord à l'histoire de la céramique chinoise avec des époques extrêmement variées. Et c'est dans le cadre de ma thèse que j'ai voulu avoir un sujet un peu transversal, transculturel. Dans ses recherches, Pauline d'Abrigeon croise les travaux de l'anglais Craig Lunas, qui ouvre la voie à une étude anthropologique des objets d'art chinois. Plutôt que d'étudier seulement l'objet lui-même et éventuellement son contexte de production, il défend l'étude de la vie de l'objet dans son ensemble, depuis sa création jusqu'à nos jours, en passant par les différentes étapes de sa vente, sa place dans différents catalogues, son appréciation éventuelle par les critiques d'art, jusqu'à sa place actuelle dans les collections des musées. Cette approche permet à Pauline d'Abrigeon de répondre à sa grande interrogation. Quelle place avait encore la céramique chinoise au XIXe siècle dans ces transactions commerciales est une question. Moi, j'ai essayé d'y répondre par bout. Il y a certains chercheurs qui parlent donc on est passé de la sinophilie à la sinophobie entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, à travers les caricatures, les stéréotypes, puis le contexte de guerre, en fait. Après, ce que j'ai aussi pu voir dans ma thèse, c'est que ça peut être contrebalancé par des cercles de collectionneurs qui essayent au contraire de donner leur lettre de noblesse et d'aborder de manière scientifique la céramique chinoise. Tout le monde n'a donc pas comme seul objectif d'espionner ou de copier les techniques chinoises. Vous avez un exemple ? Albert Jacquemart, qui est un collectionneur donc de céramique chinoise, quand il observe ces céramiques, il essaye de les classer, il essaye de les comprendre. Il va utiliser un système qui est celui des sciences naturelles et de la botanique. Il les nomme de la même manière que l'on nommait les grands ensembles du vivant. On a la famille verte, par exemple, et la famille rose, qui sont des termes qu'on retrouve aujourd'hui encore, qui sont complètement inspirés de la botanique. Et sans le savoir, il a mis le doigt sur un moment qui est une véritable révolution technologique en Chine, qui se passe au tournant du XVIIIe siècle, où l'on passe d'une palette des mots qui est translucide à une palette qui a effectivement cette couleur rose, un rose que l'on obtient à partir d'or colloïdal, c'est de l'or réduit en toutes petites particules, et une multiplication des teintes à l'infini. Quand Albert Jacquemart écrit en 1861, il utilise ce système et il est sollicité par d'autres collectionneurs pour dresser l'inventaire de leur collection, qui est un moyen de diffuser cette nouvelle nomenclature française sur ces céramiques chinoises. Cette façon d'appréhender la céramique chinoise n'a rien à voir avec la méthode d'Anatole Bilquin, le professeur basé en Chine qui envoie des céramiques à la manufacture de Sèvres. Avec Anatole Bilquin, on a absolument tout l'inverse, avec quelqu'un qui est sur place en Chine et qui essaye de connaître quels sont les vrais noms, enfin les noms chinois que l'on donne à ces objets. Sur les vases qu'il envoie par malle à la manufacture, Anatole Bilquin essaye autant que possible d'ajouter pour information le nom de la couleur en chinois, parfois dans un courrier et parfois sur des étiquettes. La couleur verte avec des coulées roses et violettes porte par exemple un nom étrange. Foie de mulet, poumon de cheval. Pauline d'Abrigeon a eu l'occasion de le prendre en main à plusieurs reprises. On a un rapport vraiment charnel à la matière. Le poids de l'objet, ses différents éclats en fonction de la lumière, c'est une approche complètement différente de la version édulcorée que donnerait un catalogue qui veut toujours mettre l'objet sous son meilleur jour. C'est un plaisir d'avoir la possibilité de pouvoir prendre les pièces en main, de les voir et surtout de les revoir. Ce dont on n'a pas forcément l'occasion quand on fait une recherche. On vient avec une question, il faut qu'on voit ça. Mais là où parfois l'œil se fait, c'est quand on revoit les pièces. Depuis 2020, en tant que conservatrice, Pauline d'Abrigeon est en charge des collections chinoises de la Fondation Bor. Sur les 9000 pièces de la collection,
Pauline d'Abrigeon en a environ 700 sous sa responsabilité directe. Il y a toujours un décalage entre ce que l'on sait qui est noté sur le papier et quand on voit la pièce. On se rend compte de sa dimension, même si elle est écrite sur le papier, on se rend compte de sa place dans l'espace. Et ça, c'est très important pour se projeter sur l'endroit où on pourrait la mettre, sur la manière dont elle va répondre avec les autres objets ou comment on envisage un ensemble. Et c'est quelque chose que moi j'appréhendais avec beaucoup de difficultés au départ, mais qui est essentiel dans la conception visuelle de ce que va donner une vitrine, de ce que va donner une exposition. En septembre 2022, Pauline d'Abrigeon a inauguré sa première exposition intitulée « Le secret des couleurs » et largement inspirée de ses travaux de thèse entre Taïwan et l'Europe. On présente pour la première fois des pièces de la collection Zuboff, qui est une collection méconnue d'émaux de Canton. On a participé à une recherche en train de se faire sur les composés de ces émaux et par là même les recettes qu'on utilisait pour les produire. On a même une collaboration avec une chercheuse aux États-Unis, Wang Chuping, qui nous a guidés au microscope électronique pour essayer d'observer les petites particules d'or qui se trouvent dans le rose de certaines pièces. Donc, je pense que ce qui me rend le plus heureuse, c'est justement la recherche qu'a engendré les nouveaux regards qui ont été portés sur ces pièces. Dans l'exposition, Pauline d'Abrigeon montre bien sûr le vase foie de mulet, poumon de cheval, ainsi que d'autres trésors retrouvés entre autres dans les caisses de la manufacture de Sèvres. Pour toutes ces missions, et la plus remarquable qui avait été celle de Joseph Lie, on avait toutes ces archives sans trace des échantillons. Et puis un jour, la conservatrice m'a dit « Viens, on a une caisse là, c'est peut-être ça ». Et puis on a ouvert la caisse et effectivement, non seulement c'était ça, mais quand on a sorti les échantillons, chacun était placé dans une boîte et chaque boîte avait la mention « Cette terre de Jingdezhen a été récoltée pendant la mission Joseph Lie à telle période, etc. etc. » Et donc, comme ça, on a quelque part une photographie des matériaux utilisés en 1840 en Chine pour la fabrication de la porcelaine chinoise. En plus de cette caisse contenant des échantillons de terre, Pauline d'Abrigeon garde l'espoir de retrouver un jour une autre caisse de Joseph Lie. Une caisse contenant les émaux qui fascinaient tant Édouard Gersbach. L'exposition Le secret des couleurs se tient jusqu'en février 2023 à Genève. Le programme Collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatiques en France au XIXe siècle, auquel Pauline d'Abrigeon contribue toujours, donnera lieu à une autre exposition prévue en 2023 au Musée des Beaux-Arts de Dijon. L'Institut national d'histoire de l'art est l'initiateur de ce programme et aussi le producteur de ce podcast, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.